Merci. Je vais passer la parole à Jean-Christophe Gatouin, donc, qui est le cofondateur de VisiBrain. Je vais laisser présenter VisiBrain, mais ce qui est intéressant, c'est que VisiBrain, au-delà de tout ce que vous allez nous raconter, est aussi un acteur français. Donc quand on parlait de plateforme, de souveraineté, qui passe quand même d'abord par aussi les acteurs de la tech, qui soient françaises et pas étrangères, VisiBrain en est l'exemple. Et puis là, on va avoir deux cas coup sur coup, où on voit bien que la notion de la donnée, cette notion de décrypter, d'écoute, est assez cruciale. Enfin, ce sont des éléments qui deviennent cruciaux dans cette lutte. Donc là, puis tu as parlé du 10 septembre, donc ça va être un bon lien, puisque VisiBrain a vraiment fait un travail assez fourni de décryptage et d'analyse des datas sur les réseaux sociaux à l'occasion du 10 septembre. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc en effet, je suis Jean-Christophe Gatouin, cofondateur de VisiBrain. VisiBrain, c'est un logiciel de social listening et media monitoring, donc en français, de veille des réseaux sociaux et de veille des médias en ligne. Donc très concrètement, c'est un logiciel qui va capter toutes les données publiques sur les réseaux sociaux et les médias en ligne et les retranscrire sur un tableau de bord pour permettre des analyses, typiquement, comme tu l'as montré tout à l'heure. Voilà, qui était fait. Ouais. On est un des acteurs principaux en France et en Europe. Et effectivement, vous avez mentionné le sujet de la souveraineté. On a un outil 100% français. Les serveurs sont en France, les équipes sont en France, le capital est français. Et pourquoi c'est important? On a bien vu au tout début, on est sur des enjeux majeurs. Et c'est tout simplement une question après de gestion des risques. Si dans les outils qu'on utilise pour observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on ne fait pas attention, disons qu'il y a une zone de risque, à la fois d'avoir un thermomètre qui va donner de fausses informations, et à la fois de dévoiler qu'est-ce qu'on cherche dans ce thermomètre, tout simplement. Donc on a vu, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est un espace médiatique majeur, c'est là où se construit l'opinion, si je fais court. Et du coup, il y a plein d'enjeux autour de tout ça, plein de difficultés. Les contenus sont manipulables. Quand je dis contenu, c'est l'information elle-même, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir écrire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste en herbe, en puissance. Ça peut être les médias qui vont être relayés, les photos, les vidéos, des fausses photos, des fausses vidéos, comme on l'a vu juste avant. Et ça peut être aussi comment on se déclare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un profil sur n'importe quelle plateforme de réseau social, dire qu'il est journaliste, dire qu'il est expert, dire qu'il habite à Paris alors qu'il est à des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est basé sur du déclaratif et tout ça, c'est manipulable. Et on n'en a pas encore parlé, je vais démarrer, mais on est à l'ère aussi où il y a de l'IA générative. Et donc, tout ça, c'est puissance 10 000, puisque n'importe qui maintenant peut faire des vidéos ultra réalistes, des fausses vidéos ultra réalistes. D'où la petite image que vous connaissez peut-être on the internet, nobody knows you're a dog. Les métriques sont manipulables, c'est-à-dire que les chiffres que vous allez voir, le nombre de likes d'un post, le nombre de retweets, etc., tout ça c'est hautement manipulable. C'est une métrique quantitative de surface. Pour 10 €, vous achetez 1000 likes sur Instagram et peut-être c'est peut-être même 100 000. Je ne suis pas à jour sur le cours des faux likes. Les algorithmes sont manipulables parce qu'il y a cette idée que dans la désinformation, on va chercher à manipuler l'internaute, mais ça peut passer par la manipulation des algorithmes eux-mêmes. Donc on va manipuler les GAFAM directement. C'est quelque chose qui était très connu à une époque, c'était les trending topics Twitter, qui étaient beaucoup suivis par les tweetos, notamment les journalistes. Et avec le bon nombre de comptes et le bon timing, c'était assez facile de propulser un hashtag à trending topic et ensuite de déclencher de la viralité autour de ça et éventuellement des articles de presse. Et un effet boule de neige comme ça. Et pour conclure, dans ces bonnes nouvelles, l'observation est très très limitée. C'est-à-dire que même si vous avez VisiBrain, vous n'allez pas pouvoir tout observer sur les réseaux sociaux publics. Typiquement TikTok aujourd'hui, c'est très difficile à observer parce que l'algorithme gouverne tout. TikTok ne montre pas la même chose selon qui vous êtes. Et les outils comme nous ont beaucoup de difficultés à retranscrire l'exhaustivité de ce qui se passe en public sur TikTok. Donc j'ai insisté sur le mot public. Tout ça, c'est l'activité publique.
mais c'est vraiment un iceberg. L'essentiel de l'activité sur les réseaux sociaux, elle se passe en privé. Donc c'est ce qu'on appelle le dark social. Ça va être quand vous êtes sur un groupe Facebook, quand vous êtes en DM sur Instagram, quand vous êtes sur, disons, les stories Instagram, on est dans une zone grise, quand vous êtes sur WhatsApp, tout ça, c'est une activité social media au sens large, et ça, c'est totalement invisible. Je voulais faire aussi un petit focus sur le terme astroturfing que vous connaissez peut-être. Il est revenu de mode là en ce moment. L'idée, c'est tout simplement de faire croire à un mouvement spontané de la base, donc soit avec des bots, des faux comptes, soit au travers de militants, que ce soit des militants politiques ou tout simplement des gens un peu activistes. Typiquement, les anti-vax sont très structurés pour faire pousser des narratifs, soit carrément des professionnels payés pour ça. Hein, et l'idée, c'est tout simplement de faire croire à un mouvement authentique qui vient de la base, qui est organique, alors qu'il y a de l'inauthentique derrière. Ça va être commandité par des acteurs publics comme privés. Et ça va être aussi en offensif ou en défensif. Typiquement, je suis une entreprise, je sais que je vais avoir un reportage d'envoyé spécial sur moi. Je peux préparer une riposte un peu en termes de narratif, d'avoir un contre-narratif avec des arguments et avec des gens qui vont se faire passer pour des professionnels, des experts de secteur, ou qui le sont, mais voilà, qui vont dérouler quelque chose. Tout le monde est au fait astroturfing, mon prof du CELSA, 1986, un sénateur américain qui constate qu'il reçoit du courrier, qui pense que c'est du vrai courrier de citoyens américains. En fait, c'est du lobby d'une compagnie d'assurance. Et il va employer le mot astroturfing qui vient de la marque AstroTurf, qui est une marque de faux gazon. Voilà. Ça s'oppose à la notion de grassroots. Et donc, voilà, c'est du faux gazon. Donc, il n'y a rien qui monte en fait de la base. C'est juste du plastique. Voilà. Et en illustration, je vous ai mis une cartographie, j'y reviens juste après, mais c'est pour montrer que là, sur cet exemple qui date d'il y a très longtemps, il y avait tout un réseau de bots là, mais qui est vraiment déconnecté des conversations. Du coup, à quoi va servir un logiciel comme VisiBrain, un logiciel de social listening dans ce contexte de lutte informationnelle? Déjà, ça va être très utile pour remonter à l'origine d'une information, en tout cas de la publication d'une information. Quel va être le premier tweet, les tout premiers contenus qui sont apparus publiquement sur le sujet. Ça va aider, alors même si on ne peut pas tout observer, on va quand même pouvoir déceler des comportements suspects. Une viralité soudaine, des messages qui se répètent, des arguments qui se répètent, un hashtag qui apparaît souvent, qui sort un peu de nulle part, des chiffres en décorrélation. Ce compte a pas beaucoup de followers et par contre il génère des milliers de retweets. Bref, ça va aider à prendre du recul, à avoir cette data, ces KPI, pour déceler éventuellement des choses suspectes. On va pouvoir découper, décortiquer, quantifier les narratifs. D'accord, il y a ce narratif, ça prend telle partie de la conversation. Mieux comprendre ça. Comprendre les communautés. Donc, très important, évidemment, de regarder ça. Et puis également d'avoir tout simplement d'être proactif dans l'alerting, de pouvoir régler des alertes et se dire si sur tel ou tel sujet, tout d'un coup, il y a une accélération des conversations, il y a tel et tel mot, tel de type de contenu, je veux recevoir une alerte pour prendre le sujet le plus en amont possible. Parce que c'est une des spécificités aussi des réseaux sociaux, c'est que ça va très vite. Donc, comme on l'a dit, l'idée c'était de revenir un peu en image sur l'exemple Bloquons-Tout. Donc si vous voulez, il y a l'article qui est assez complet sur notre blog, donc c'est Thierry Errand qui a décrypté tout ça. Mais du coup, je vais vous faire un petit résumé, en tout cas deux extraits. Le premier enseignement qui était intéressant, c'est vraiment un mouvement en deux phases. Donc là, vous voyez, à partir du 19 juillet, il y a toute une première activité assez majeure sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier, qui, quand on la décortique, quand on regarde un peu au-delà du quantitatif, était quand même avec une forte proportion d'activistes. Voilà, et par contre, d'activistes au sens astroturfing du terme. Et après, par contre, début septembre, ça a été repris par toute la sphère politique à gauche. Et là, du coup, avec une activité, on va dire, un peu plus organique, mais qui rejoint les deux. Je fais dans les grands traits.
Donc ce qu'on peut faire avec VisiBrain, avec un outil qui s'appelle Gephi, et donc ça c'est typiquement le propos du partenariat qu'on a fait avec Hopscotch sur leur offre, votre offre communauté active, c'est comprendre les différentes communautés en jeu sur les réseaux sociaux. Et donc ça va permettre de manière visuelle, voir comment les communautés interagissent entre elles et voir s'il n'y a pas des clusters qui se regroupent. Là, ce qui va être intéressant en termes de désinformation, de lutte informationnelle, c'est celui-là, donc, où on va voir qu'il y a toute cette série de comptes qui ont tendance à être proches d'eux. Et en fait, c'est le même phénomène que je vous ai montré juste avant, mais de manière beaucoup, beaucoup moins grossière, en fait. Et ça, c'est les comptes qui étaient là au tout début, fin juillet. Et quand on regarde, donc là, l'idée, c'est de faire des allers-retours. Donc c'est vraiment un travail d'analyse, d'enquêteur. Quand on regarde par exemple, là on prend l'Unava, le plus gros point, ces tweets-là, on voit qu'elle a des tweets à plus de 6000 retweets, et elle va faire partie des comptes qui push ce mot-clé bloquons ou bloquons tout. Et quand on regarde qui la retweet, c'est des comptes avec des comptes avec une bonne partie des comptes qui fait en moyenne plus de 600 tweets par jour. Donc on peut se dire, oui, c'est sûrement des faux comptes, et ça fait gonfler le chiffre de retweets. Et ce qui est intéressant, le but de tout ça, c'est que vous, quand vous êtes un internaute, que vous allez tomber sur un tweet ou chercher sur X, ou n'importe quoi, vous allez voir ça, vous allez dire, il y a 6000 retweets, 2 millions de vues. Ça, c'est le compteur de Twitter, on peut suspecter qu'il est falsifié aussi. Wow, c'est un sacré mouvement qui se prépare. Il y a du monde qui regarde ça. Et toute l'idée aussi, c'est de produire un maximum de contenu. Et donc, quand ça rate, c'est des bots, c'est des militants qui vont converser en chambre d'écho. Donc, ça va être dissocié du reste. Mais toute l'idée, c'est de créer la porosité. Par exemple, Avalune, typiquement, après, elle a été retweetée par des militants de gauche qui voient ça, ils sont d'accord, etc. Ils veulent proposer le mieux. Et là, du coup, l'inauthentique commence à rejoindre l'organique et l'authentique.